Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, l'importance de ce débat n'échappera à personne. Il suffit de jeter un coup d'œil périphérique pour savoir à quel point nous sommes les uns et les autres préoccupés par cette question centrale de notre souveraineté énergétique. Le 3 mars dernier, nous avions organisé un débat semblable suivant l'article 50-1 de notre Constitution sur la situation en Ukraine et la sécurité en Europe. Et j'évoquais devant vous le basculement du monde que nous sommes en train de vivre, la situation historique qui est la nôtre et qui nous obligeait à poser la question urgente de notre défense. Tous les orateurs issus de tous les bancs de cette Assemblée avaient alors parlé d'autonomie stratégique, de puissance, d'indépendance nationale, donc de souveraineté. Or, il n'est pas de souveraineté sans souveraineté énergétique. Cette question est devenue brûlante lorsque, au plus fort de la crise ukrainienne, notre pays a connu une multiplication par 10 du prix du gaz naturel. Et encore, nous en sortions-nous mieux que nos voisins, singulièrement nos voisins allemands, qui importaient environ la moitié de leur gaz de Russie, quand nous n'en importions qu'un peu moins du quart. Lorsque le coût de notre énergie est dicté par le contexte international et devient aussi sensible à des chocs extérieurs, c'est que nous avons un problème de dépendance énergétique. L'énergie, energeia, en grec, c'est la force en action. Et elle fait donc partie, avec l'alimentation, les produits de santé, les secteurs stratégiques d'importance vitale. L'énergie, c'est le sang de notre système productif. Sans elle, le pouls de la nation ralentit, notre tissu productif dépérit, la vie de la nation n'est plus garantie. L'énergie est donc au cœur du combat existentiel que mène notre pays et notre continent européen. Comment pouvons-nous encore nous faire entendre dans le concert des nations ? Voulons-nous être une puissance économique, industrielle, commerciale, capable de s'affirmer et de sortir de la tenaille sino-américaine ? Voulons-nous résister à l'offensive commerciale provoquée par le 47e président des États-Unis et d'autre part à l'offensive de production chinoise qui menace des pans entiers de notre économie ? Si la réponse est oui, alors il y a urgence à agir pour notre souveraineté. Il y a urgence car aujourd'hui notre consommation finale d'énergie est composée à près de 60% de combustibles fossiles, principalement des hydrocarbures que nous importons. Et ce chiffre, 60% de combustibles fossiles dans la production totale de notre énergie, ce chiffre nous pose un triple problème. Un problème géopolitique d'abord. Nous nous retrouvons dans une situation de dépendance et de vulnérabilité stratégique vis-à-vis de pays producteurs de pétrole et de gaz comme les États-Unis, l'Arabie saoudite ou la Russie. Et la gravité de notre déficit commercial est d'ailleurs révélatrice de notre dépendance. Près de la moitié de notre déficit commercial de 2024 est due à la facture en matière d'hydrocarbures, c'est 45 milliards d'euros. Puis un deuxième problème, qui est un problème écologique, ces quelques 900 milliards de kilowattheures deviennent, quand ils sont consommés, du dioxyde de carbone que nous rejetons dans l'atmosphère. Le CO2, dont nous parlons si souvent, il est évidemment en très grande partie dépendant de notre consommation en hydrocarbures. Et nous ne pouvons pas accepter cela parce que la France a pris des engagements en termes de réduction de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire atteindre l'équilibre entre les émissions de CO2 sur notre territoire national
et l'absorption de carbone par la nature et les technologies de capture du carbone. Et enfin, il y a un troisième problème, qui est un problème financier. Il y a 15 jours, nous exposions aux Français l'état très grave de nos finances publiques. Cette contrainte nous oblige à avoir un discours de vérité, à peser chaque denier public. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de faire de mauvais placements. Les choix d'investissement de la puissance publique doivent être réfléchis, ils doivent s'inscrire dans une stratégie claire et durable et doivent être réalisés en fonction de critères essentiels. Ces critères, qui correspondent à des objectifs, ont été exposés par le président de la République lors de son discours de Belfort en février 2002. Je les cite, « Nous devons disposer... » 2022, merci. Je les cite, « Nous devons disposer d'une énergie abondante, compétitive, décarbonée et souveraine, c'est-à-dire dont nous maîtrisons sur notre sol la production. » Et donc, face à cet état d'urgence énergétique, nous avons un objectif clair et je crois, sur ces 4 adjectifs, abondante, compétitive, décarbonée et souveraine, largement partagés sur ces bancs. La question qui fait débat aujourd'hui et pour laquelle nous sommes réunis est celle des moyens pour y parvenir. Ces moyens sont définis selon la loi par une programmation pluriannuelle de l'énergie qui détermine tous les 5 ans les grandes orientations à une décennie d'intervalle de notre politique énergétique. Les investissements nécessaires à la production et à l'acheminement de l'énergie sont si considérables que ni les acteurs publics ni les intervenants privés ne peuvent s'engager à les fournir sans la visibilité suffisante. Il est donc de la responsabilité du gouvernement de garantir cette visibilité. 2 maîtres mots guideront donc notre démarche, prospective et perspective, car il s'agit de juger des choses en profondeur dans le temps. La dernière programmation pluriannuelle de l'énergie date d'avril 2020. Nous sommes en avril 2025. Le temps que la loi fixe pour sa révision est donc venu. Mais au-delà même de la loi, ce sont les faits qui nous imposent de la réviser. La dernière planification de notre politique énergétique est obsolète, elle est inadaptée, elle date d'un autre monde. Les travaux qui ont conduit à sa définition se sont déroulés dans un contexte totalement différent de celui dans lequel nous sommes entrés. Notre monde a basculé et notre politique énergétique ne peut s'abstraire de cette donnée. Elle doit justement être un des principaux outils pour que nous fassions face aux déséquilibres du monde en assurant notre propre équilibre énergétique. Cet équilibre doit être défini par le gouvernement, éclairé par les avis de l'autorité environnementale, je cite tous ceux que la loi prévoit, du Haut Conseil pour le climat, du Conseil national de la transition écologique, du Conseil supérieur de l'énergie, du Haut Commissariat à l'énergie atomique, du Comité de gestion des charges du service public de l'électricité et du Comité de système de distribution publique d'électricité. Et bien entendu, je tiendrai particulièrement compte de l'avis de l'Académie des sciences. Mais cet équilibre doit être également défini en concertation avec les forces politiques, sociales et économiques de notre pays. La charge du choix démocratique dans cette matière comme dans d'autres doit être partagée. La concertation a déjà largement présidé aux travaux préparatoires à la révision de notre programmation énergétique avec 2 concertations, l'une en 2023 et l'une en 2024 et une consultation début 2025 et elle se poursuivra. Le débat que nous ouvrons aujourd'hui en est la preuve. Dans ce débat, le gouvernement n'a rien à vendre, aucune thèse à faire triompher sur les autres, aucun adversaire à réduire. Nous ne sommes sous l'emprise d'aucun prêt-à-penser, d'aucun dogmatisme, d'aucune idéologie, et le gouvernement n'est sous la coupe d'aucun intérêt particulier. Nous voulons qu'un débat se tienne, un débat au sens plein du terme, sincère et honnête. Notre seule boussole sera l'intérêt général et pour l'identifier, nous nous appuierons autant que possible sur la méthodologie scientifique, sur les faits et sur la raison.
La volonté du gouvernement dans la tenue de ce débat est de formuler les interrogations qui lui semblent légitimes sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre la souveraineté énergétique et présenter aux citoyens et à leurs représentants le raisonnement le plus objectif possible, fondé sur les faits, de façon à faire émerger des orientations mûrement réfléchies. Et au terme de ce débat, dans quelques mois, la responsabilité du gouvernement sera alors de prendre des décisions. En particulier, je veux assurer chacun des intervenants, chacun des participants au débat, que son avis sera pris en compte. Cette programmation pluriannuelle de l'énergie n'est pas écrite à l'avance et avant la rédaction finale, chacun pourra s'exprimer. Alors, repartons donc, si vous voulez bien, d'un fait clair et fondateur. Nous sommes trop dépendants, hélas, des énergies fossiles. Pour sortir de cette dépendance, 3 moyens se présentent à nous. Premièrement, partout où c'est possible, nous devons encourager l'efficacité et la sobriété énergétique. C'est parce que l'énergie est essentielle au bon fonctionnement et au développement de notre société qu'il faut l'utiliser avec soin et ingéniosité. Les économies d'énergie ont pris de plus en plus de poids dans la discussion sur les termes de notre équation énergétique et à juste titre, car le kilowattheure le moins émetteur de gaz à effet de serre, mais aussi le moins cher, c'est le kilowattheure économisé. C'est pourquoi nous soutenons les politiques qui incitent à la maîtrise de notre consommation, notamment en matière d'isolation des bâtiments. Deuxièmement, il y a des domaines que nous n'explorons pas ou pas assez. Par exemple, nous devons nous rendre compte de l'atout puissant que représente la chaleur renouvelable, et je pense d'abord à la géothermie, cette technologie que je soutiens parfois en solitaire depuis des années. Nous sommes assis, ou plutôt nous sommes debout, sur un trésor inépuisable et nous ne le savons pas. Nous avons littéralement sous nos pieds, dans notre sous-sol, un gisement potentiellement gratuit, quasi inépuisable d'énergie. Gisement gratuit permettant de répondre largement à nos besoins en matière de chauffage, mais également à nos besoins croissants en matière de rafraîchissement ou de climatisation, puisque la géothermie permet de réaliser 80% d'économie d'énergie pour le chauffage et 90% pour la climatisation. Le gouvernement proposera d'accélérer le déploiement de ce mode de production non polluant afin de réduire la consommation d'énergie fossile dans les bâtiments. À ce jour, en France métropolitaine, la géothermie de surface fournit seulement 1% de la chaleur finale consommée en France. Le Bureau de recherche géologique et minière que j'avais consulté en tant que commissaire au plan estime à 100 TWh annuels le potentiel d'économie de gaz accessible en 15 à 20 ans grâce à la géothermie de surface, soit environ le quart de la production de nos centrales nucléaires. Dans les conditions de la mission Flash consacrée l'an dernier à la géothermie profonde, les députés Vincent Thiébaut et Gérard Le Seul soulignaient d'ailleurs les atouts de cette énergie disponible en continu sans problème d'intermittence et appelaient à en accélérer le déploiement. Pour assurer le développement massif et intégrer pleinement le potentiel de la géothermie, nous devons seulement trouver des modèles de financement efficaces, des emprunts dont la charge sera plus légère pour les foyers parce qu'étalée dans le temps, pour faciliter l'installation de pompes à chaleur et moderniser la réglementation. Il nous faudra aussi veiller en parallèle à ce que la filière française de production, de forage et d'installation de pompes à chaleur accompagne ce mouvement. Le gouvernement formulera au mois de juin des propositions. Au titre de la chaleur décarbonée, la biomasse, c'est-à-dire la transformation en énergie de matière organique, peut également être citée. Nous avons tous vérifié que l'essor des chaufferies à bois a notamment permis d'augmenter de manière très importante la part de chaleur décarbonée dans les réseaux de chaleur. Enfin et surtout, troisième grand levier pour réduire notre consommation d'énergie fossile, c'est l'électrification de nos usages. Nous devons ainsi remplacer la consommation d'énergie fossile, gaz et pétrole, par de la consommation en électricité décarbonée.
En France, la consommation d'électricité a certes triplé de 1973 à 2010, mais elle ne représente aujourd'hui que 27% de l'énergie finale consommée. Et depuis 2010, comme l'a justement noté l'Académie des sciences, on observe une stagnation de notre consommation d'électricité autour de 450 TWh. Nous ne pouvons pas nous résigner à cette stagnation. L'électrification des usages n'est pas un phénomène indépendant de notre volonté que nous devrions simplement observer, c'est un objectif que les pouvoirs publics poursuivent. Des trajectoires sont déjà engagées dans le domaine de la production industrielle, notamment pour décarboner les 50 sites les plus émetteurs de CO2, avec un soutien public fort via France 2030. Il faut que nous soyons conscients que la révolution de l'intelligence artificielle va en outre conduire à des demandes très importantes. La France connaît un engouement fort dans le domaine des projets de data center, comme nous l'avons vu à l'occasion du sommet mondial de l'intelligence artificielle organisé au Grand Palais. Or, un data center de 100 MW, 100 000 kW, consomme l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants. La France est l'un des rares pays au monde à pouvoir proposer une électricité abondante, compétitive et décarbonée et des sites clés en main. 35 nouveaux sites ont été identifiés à proximité de son réseau de transport d'électricité. Il est dans l'intérêt des industriels de disposer d'une électricité compétitive, reflétant les coûts du nucléaire existant, mais il est aussi dans l'intérêt d'EDF d'encourager cette demande d'électricité en base particulièrement adaptée à son outil de production nucléaire. C'est tout notre pays qui bénéficiera ainsi de ce grand accord gagnant-gagnant essentiel pour notre stratégie de réindustrialisation. Au-delà de l'industrie, le gouvernement soutient l'électrification des transports avec le bonus et le leasing social pour stimuler la demande des véhicules électriques fabriqués en Europe. Les flottes d'entreprises sont également incitées financièrement à s'électrifier, ce qui stimulera le marché de l'occasion pour les véhicules électriques. Dans le domaine du bâtiment, le gouvernement encourage partout où cela est techniquement possible le passage aux pompes à chaleur fabriquées en France, j'en ai parlé, grâce aux aides de MaPrimeRénov' et aux certificats d'économie d'énergie, qu'elles soient géothermiques ou aérothermiques, la pompe à chaleur doit devenir une solution de référence en matière de chauffage et de climatisation pour les bâtiments, ce qui sera un atout puissant pour sortir progressivement de notre dépendance au gaz et au fioul. Nous mettons donc en œuvre des politiques publiques en faveur de l'électrification qui doivent conduire à une augmentation de la consommation finale d'électricité dans notre pays, mettant fin à la stagnation que nous observons depuis 2010. Si toutefois le développement de la production devait être plus rapide que celui de la demande française, alors l'exportation continuera à fournir un débouché à l'énergie produite. Nous ne cherchons pas à surproduire, mais nous considérons que la surproduction est un mal moindre que la sous-production et la menace du blackout. On vient d'en vivre un exemple ce matin dans la péninsule ibérique, surtout pour un pays comme le nôtre qui connaît sur ce sujet une balance commerciale très déficitaire. Mais l'électrification des usages ne servira pas notre souveraineté énergétique si nous ne sommes pas capables de produire suffisamment d'électricité sur notre sol. Les gisements d'énergie que nous avons sous nos pieds, au-dessus de notre tête, dans notre technologie, sont nombreux et nous devons les évaluer. Chaque source doit être jugée à l'aune des critères énoncés, en transparence et en objectivité. Les critères sont ceux-ci: l'énergie produite est-elle souveraine? Est-elle abondante? Est-elle compétitive? Est-elle décarbonée? Si la réponse à ces 4 critères est oui, nous devons investir. Si elle est non, nous n'hésiterons pas à réorienter notre investissement. Décarbonée, souveraine, abondante, compétitive, l'énergie nucléaire remplit tous les critères énoncés. C'est donc cette énergie qui constitue le socle de notre mix énergétique,
l'énergie nucléaire assure aujourd'hui 67% de notre production électrique. Pas besoin de démontrer qu'il s'agit d'une énergie décarbonée. C'est parce que nous disposons du nucléaire que notre système électrique actuel a l'un des taux de CO2 par kilowattheure d'électricité produite les plus bas au monde. 21,3 grammes par kilowattheure d'électricité pour la France, contre 350 grammes par kilowattheure pour nos voisins allemands, qui se sont privés de cet atout nucléaire. Il s'agit d'une énergie souveraine. La France a développé dans le domaine du nucléaire une filière industrielle nationale complète qui lui permet de maîtriser la conception et la construction de ses propres installations de production d'électricité, d'enrichissement d'uranium et de fabrication du combustible, en passant par le recyclage. Le nucléaire permet à la France d'être indépendante et c'est une force considérable pour notre souveraineté énergétique. Certes, nous n'avons plus de mines actives sur notre sol. Nous dépendons d'autres pays tels que le Kazakhstan, le Canada, l'Australie, l'Ouzbékistan ou encore la Namibie. Néanmoins, nous disposons de stocks importants d'uranium sur notre sol, nous garantissant plusieurs années de combustible. Le Conseil de politique nucléaire, présidé à la mi-mars par le président de la République, a validé une stratégie de développement des activités minières d'Orano. Il s'agit enfin d'une énergie compétitive. Nos centrales existantes ont été construites de façon remarquable, pour l'essentiel sur une période de 15 ans, et sont donc aujourd'hui largement amorties. Le coût complet de l'électricité nucléaire a été estimé par la Commission de régulation de l'énergie autour de 60 € le mégawattheure, ce qui est particulièrement compétitif par rapport aux autres moyens de production et qui explique que l'électricité soit moins chère chez nous qu'ailleurs en Europe. Et ce nucléaire ne nous coûte rien en termes de finances publiques. Mais nous devons aussi être lucides. Notre parc nucléaire vieillit et doit faire face à des aléas techniques, comme en 2021 et 2022 avec la crise de la corrosion sous contrainte. Il nous faut donc à la fois tout mettre en œuvre pour amener ce parc nucléaire existant à 60 ans et si possible au-delà, en respectant les exigences de sûreté, mais aussi préparer dès à présent la construction de nouveaux réacteurs nucléaires pour prévenir l'effet falaise, pour éviter de voir notre production chuter drastiquement et d'être pris de vertige à la vue de l'abîme qui se creuserait alors sous nos pieds. Au regard de ces caractéristiques, il est juste que nous investissions dans cette filière. Il est juste que nous fassions le choix, déjà prononcé par le président de la République, d'une relance nucléaire déterminée et continue. Le gouvernement soutient donc fermement, je viens de le dire, la prolongation de la durée de vie des centrales existantes et le développement du nouveau programme EPR2, qui vise à construire 6 nouveaux réacteurs de forte puissance à Penly, Gravelines et Bugey, pour une première mise en service d'ici 2038. Ces réacteurs seront plus coûteux que les réacteurs existants déjà amortis, mais ils devront permettre de produire une électricité à un prix maximal de 100 € le mégawattheure. Ce programme est la priorité d'EDF pour les années à venir, qui doit démontrer sa maîtrise industrielle afin d'envisager d'autres constructions de nouveaux réacteurs. On estime que d'ici 2050, le nombre total devrait être de 14 réacteurs nouveaux, dont le coût unitaire devra baisser grâce à l'effet de série. Ce chiffre est une illustration éloquente de la nécessité et de l'urgence d'une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Souvenez-vous, la programmation pluriannuelle de l'énergie de 2020 prévoyait la fermeture de 14 réacteurs. Et ce que nous évoquons ici, c'est l'ouverture de 14 réacteurs nouveaux. En 5 années, le paysage a totalement changé. Chacun pourra mesurer le changement que les temps imposent. Nous devons également repousser la frontière technologique du nucléaire en encourageant le développement des projets français de petits réacteurs nucléaires. Grâce au programme France 2030, plusieurs sont en bonne place dans la course mondiale. Et l'on peut espérer, du moins leurs concepteurs l'espèrent-ils, que le premier de ces réacteurs
de petite taille soient en service dès 2030. Il nous faut également progresser dans la fermeture du cycle nucléaire, ce qui passe notamment par le développement d'installations de traitement recyclage et de réacteurs de 4e génération à neutrons rapides, ainsi que l'a décidé le dernier Conseil de politique nucléaire. Selon certains, nous pourrions nous arrêter à ce premier constat et considérer que cette source d'énergie nucléaire paraît suffisamment abondante pour répondre à tous nos besoins. En chercher une autre, d'après eux, ce serait provoquer volontairement une surproduction destructrice pour notre équilibre énergétique. Mais nous considérons que si, bien évidemment, nous ne manquerons sans doute pas d'électricité à court terme, une politique énergétique est au contraire une responsabilité de long terme. Elle exige de se projeter dans le temps. L'augmentation de la demande liée à la politique volontariste d'électrification des usages et la diminution inéluctable de la production d'électricité de nos centrales nucléaires constituent un double défi considérable. Il est impossible d'accepter le risque que nous nous réveillons au dernier moment en constatant que nous n'avons rien fait pour entretenir et construire le parc de production d'électricité de 2050 et au-delà. Nous ne pouvons pas sacrifier le long terme au court terme en nous reposant sous nos lauriers, ou plutôt sur les efforts de nos prédécesseurs, en particulier les auteurs du plan Mesmer. Nous devons donc penser notre équilibre énergétique de manière dynamique, en continuant de diversifier les sources de production d'électricité. Le mix électrique qui nous paraît le plus à même d'assurer à la France une indépendance énergétique suppose d'associer à cette première orientation de base pro-nucléaire une deuxième orientation, le soutien raisonné aux énergies renouvelables. Raisonner ici veut dire que ce soutien doit se faire progressivement, suivant les conditions que j'ai indiquées, qui correspondent aux 4 critères que j'ai énoncés. Les énergies renouvelables garantissent-elles une énergie décarbonée? Oui. Garantissent-elles une énergie abondante? La question est celle de la disponibilité de ces énergies qui sont intermittentes et donc non pilotables. Pour certaines énergies renouvelables comme le solaire, les pics de production ne correspondent pas aux pics de consommation. Le solaire, pour des raisons que chacun peut vérifier, produit surtout à la mi-journée, à une période où la consommation est plus faible. Pour traiter ce problème, il faut tout d'abord accentuer la flexibilité de nos usages, déplacer ce que nous avons décidé de faire, la demande électrique vers les heures méridiennes, ce que va permettre l'évolution prochaine des heures creuses. Il faut également développer les capacités de stockage. Les énergies renouvelables sont-elles souveraines et compétitives? Je veux soulever sans crainte devant vous toutes les questions qui demeurent et auxquelles notre débat doit, je crois, apporter des réponses. Tout d'abord, le solaire. Force est de constater que nous ne maîtrisons pas la filière photovoltaïque. Nous importons aujourd'hui la quasi-totalité des panneaux photovoltaïques à 80%, à 85% en provenance de Chine. Et notre déficit commercial dans ce domaine est de plus de 1 milliard d'euros en 2024. Le gouvernement souhaite accompagner les projets de Gigafactory pour localiser en France la production d'une partie des panneaux solaires que nous installerons. Ces projets doivent encore être consolidés, mais ils sont essentiels pour que notre politique énergétique aille de pair avec notre politique industrielle. En ce qui concerne la compétitivité, l'énergie photovoltaïque nous revient à environ 100 € le mégawattheure quand elle est installée sur toiture aujourd'hui, mais elle peut être, nous le savons, très compétitive avec de grandes installations au sol dans des endroits très ensoleillés, comme nous le montre l'exemple de l'Espagne, où cette énergie atteint un prix de 40 € le mégawattheure. Mais une question se pose, qui est une question écologique. Sommes-nous prêts à accepter l'artificialisation de grandes surfaces de nos sols afin de développer une production massive d'énergie solaire très bon marché? L'autre grande source d'électricité renouvelable, c'est l'éolien. L'éolien terrestre est doté d'équipements qui sont principalement importés.
Il se révèle assez compétitif, entre 80 et 90 € le mégawattheure, mais son acceptabilité diminue à mesure que le nombre d'éoliennes augmente. C'est pourquoi son développement ne peut être que mesuré en privilégiant l'augmentation de puissance des champs éoliens existants. L'éolien en mer est une filière pour laquelle la France a été en retard par rapport à nos voisins de la mer du Nord, ce qui nous offre en même temps l'avantage de ne pas essuyer les plâtres pour cette technologie. Aujourd'hui, une filière industrielle est en train de se développer avec la fabrication de turbines, notamment au Havre, de pales d'éoliennes à Cherbourg, de sous-stations électriques à Saint-Nazaire, un projet d'usine de câbles sous-marins porté par RTE et d'investissements importants dans plusieurs ports français. Est-elle compétitive? Je reprends les 4 caractéristiques. Est-elle compétitive? Oui, si on parle d'éolien en mer posé, avec un coût total entre 70 et 80 € le mégawattheure en intégrant le coût du raccordement. Mais cette technologie, très adaptée à la mer du Nord, peu profonde, l'est beaucoup moins pour nos autres façades maritimes, surtout s'il est souhaité d'éloigner les éoliennes de la côte pour des raisons d'acceptabilité. Dans ce cas, c'est la technologie de l'éolien flottant qui s'impose, qui est plus risquée et plus coûteuse, de l'ordre de 150 € le mégawattheure, raccordement compris, qui peut être envisagée, mais c'est un domaine dans lequel la France, vous le voyez bien, se situe à la frontière technologique et où nous avons besoin d'avancer avec mesure. Le développement des énergies renouvelables va-t-il conduire à ajuster à la baisse la production électronucléaire, s'écartant ainsi de l'usage optimal de la capacité installée? En raison de la part importante du nucléaire dans notre mix électrique à partir des années 80, la modulation du nucléaire est une réalité déjà ancienne afin de suivre les variations de la consommation en une même journée. Mais dans un scénario où la consommation d'énergie resterait atone, et où la production bas carbone augmenterait, alors nous ne savons pas encore quelles seraient les conséquences précises, relève RTE, le réseau de transport d'électricité, qui doit rendre à l'automne une étude sur le sujet. Nous savons seulement que si nous arrivons à électrifier massivement nos usages et à réussir notre réindustrialisation, alors le nucléaire devra beaucoup moins moduler à la baisse. Ce sujet, comme vous le voyez, est complexe. Des analyses techniques précises doivent être conduites en prenant en compte les interconnexions avec nos voisins européens. Ce qui est certain, c'est que l'enjeu de réussir l'électrification de nos usages pour augmenter la demande électrique et limiter les effets de concurrence entre les énergies renouvelables et nucléaires, de sorte qu'il n'y ait plus de guerre des énergies décarbonées, comme le rappelait le président de la République dans son discours de Belfort de février 2022, refusant d'opposer le nucléaire aux énergies renouvelables. La véritable priorité est de réduire notre dépendance aux énergies fossiles importées qui sont encore majoritaires dans notre consommation énergétique, et je crois que cette affirmation vaut approbation ou mérite approbation sur tous les bancs. Je n'oublie pas dans ce mix d'énergie renouvelable nos barrages hydroélectriques, source quasiment au sens littéral d'énergie, qui nous permettent de produire rapidement de grandes quantités d'électricité. J'insiste sur le rapidement, car ça mobilise des capacités de production très rapides. Il est nécessaire de relancer les investissements dans cette énergie particulièrement intéressante et vertueuse, ce qui suppose de sortir du contentieux qui nous paralyse avec la Commission européenne depuis plus de 15 ans. Je salue à ce titre les députés Marie-Noëlle Battistel et Philippe Bollot, qui mènent une mission parlementaire sur le sujet dont les conclusions seront rendues dans les prochains jours. L'hydroélectricité est à ce jour le moyen le plus efficace pour stocker de grandes quantités d'électricité grâce, comme vous le savez, aux stations de transfert d'eau par pompage, qu'on appelle STEP, qui permettent de remonter l'eau la nuit grâce à l'électricité nucléaire et de la turbiner le jour quand la demande est plus importante. L'hydroélectricité est une énergie souveraine qui permet d'assurer entre 10 et 15% de notre production électrique en fonction des années et de la météo, et dont la flexibilité est essentielle au bon fonctionnement de notre système électrique. Viendra un jour,
où nous n'aurons plus à parler de la dernière source d'électricité dont nous disposons, ce sont les énergies fossiles, qui sont marginales dans notre mix électrique, représentent moins de 4% de la production totale d'électricité. La France est engagée dans l'arrêt de l'ensemble de ses centrales à charbon d'ici 2027, conformément à l'engagement pris par le président de la République de sortir de notre dépendance d'ici 2050. À ce titre, le gouvernement a soutenu la proposition de loi permettant la conversion au gaz de la centrale à charbon de Saint-Avold, et il convient désormais de traduire cela dans la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. En effet, comme nous le savons, le gaz émet 2 à 3 fois moins de CO2 que le charbon pour produire la même quantité d'électricité, et encore moins si l'on a recours au biogaz issu de la biomasse. Les centrales à gaz dont nous disposons n'ont pas vocation à fonctionner beaucoup dans l'année, mais elles constituent des moyens de production très flexibles, utiles, en complément des barrages hydroélectriques pour absorber les variations de la demande ou de l'offre d'électricité. Pour finir le panorama de notre politique énergétique, il convient de traiter les usages qui ne pourront être décarbonés par l'électricité ou la chaleur renouvelable. Il s'agit notamment de certains usages industriels ou du transport lourd. Nous nous appuierons donc sur le biogaz, les biocarburants, les carburants de synthèse et l'hydrogène. Méthode, je parle de l'hydrogène, méthode de stockage direct de l'électricité non dépendante des réseaux, en veillant à maintenir notre souveraineté et notre capacité industrielle. Le développement de ces énergies doit se poursuivre dans nos territoires, tandis que leur usage sera prioritairement orienté vers ces secteurs dans lesquels elles sont la seule alternative viable aux fossiles. Telles sont, dans le débat qui s'ouvre, les orientations du gouvernement et les questions qui demeurent. Je réaffirme ici qu'il s'agit bien d'un débat et que nous serons très attentifs aux arguments avancés par tous ceux qui y participeront. Car c'est d'arguments fondés sur les faits et sur des données objectives que nous avons besoin. Si des faits, des arguments fondés nous ont échappé, alors nous les intégrerons à notre raisonnement sans mauvaise grâce ni hésitation. Le débat parlementaire qui s'ouvre permettra, nous le croyons, de parvenir à une vision plus complète et plus sûre de cette question difficile. Mais le gouvernement souhaite également qu'un groupe de travail soit missionné pour mener des auditions et des études complémentaires. Ce groupe de travail rendra ses conclusions à la fin du mois de mai. Sa direction sera confiée à 2 parlementaires, Antoine Armand et Daniel Grémillet, qui ont fait preuve de leur attachement à cette question et de leur attachement aussi à la souveraineté énergétique de la France. Ces conclusions nous permettront d'avancer dans la définition de notre politique énergétique. Elles permettront à cette Assemblée d'examiner dans les meilleures conditions la proposition de loi du sénateur Grémillet dès le mois de juin. Elles permettront également au gouvernement de proposer à la suite une version améliorée et corrigée de notre prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Après l'examen de la proposition de loi, notre objectif est que le décret soit publié d'ici à la fin de l'été, afin d'apporter la visibilité nécessaire aux différentes filières industrielles de l'énergie. Les choix que nous arrêterons, Parlement et gouvernement en co-responsabilité, engageront pour des décennies l'avenir de notre pays. Ils l'engageront sur l'un des principaux socles de notre équilibre économique, écologique et social. Ces décisions lourdes méritent d'être éclairées par un débat honnête et exigeant, guidé par la raison et le sens de l'intérêt général. C'est ce débat que nous ouvrons aujourd'hui. Je vous remercie.